Il était le plus grand, sans doute, en tout cas le plus adulé des champions de l'histoire de la Formule 1. Ayrton Senna est mort il y a 10 ans sur le circuit d'Imola. Bonjour, si vous venez de nous rejoindre. Ce week-end, le monde de la Formule 1 cultive le souvenir d'Ayrton Senna. Imola rend hommage au grand champion. À une exposition là-bas réunit les objets qui ont marqué la carrière du pilote. La sœur de Senna est elle-même venue en Italie et le neveu du champion brésilien est monté dans une des Lotus Renault de son oncle. Mercredi aussi, un match de foot a opposé les pilotes de Formule 1 d'aujourd'hui aux footballeurs brésiliens champions du monde en 94. Sur le circuit, une tribune a été baptisée Ayrton Senna et puis les Minardi, les Jordan et les Williams portent une décoration spéciale en souvenir du pilote brésilien. Ce matin, Automoto rend un hommage exceptionnel à Senna à la mesure de l'empreinte qu'il a laissée. Avant de retrouver l'équipe Formule 1 de TF1 à Imola, commençons par les souvenirs du plus grand rival de Senna. Au micro de Guillaume Lacroix, Alain Prost raconte comment il a découvert un autre homme quand il a arrêté sa carrière à la fin de la saison 93. C'est vrai que le dernier Grand Prix, j'aurais bien voulu le gagner, mais je savais que de toute façon, là on s'est battu vraiment au niveau du chrono comme des chiffonniers, parce que je voulais pas le laisser, mais lui non plus. Et puis le fait qu'on soit retrouvé sur le podium, ce jour-là, je pense que ça a été vraiment une très bonne chose pour le sport. Après le podium, ça a été un autre homme, je veux dire, me parlant en conférence de presse, me demandant ce que j'allais faire, que j'allais m'ennuyer, qu'il fallait déjà que je revienne, etc. Il était, j'ai jamais vu comme ça, même en conférence de presse, après une victoire perdue. La première chose qu'on m'a fait voir quand je suis arrivé, c'est l'enregistrement qu'il avait fait dans le tour de son premier tour. Il se mettait complètement à nu. Et moi, ça m'a vraiment énormément touché. Et là, je me suis dit, mais là, il va pas bien, quoi. C'est pas Ayrton. Le dimanche, alors là, c'était encore plus incroyable. Il avait envie de contact et il se posait beaucoup de questions. Et la dernière image, c'est vraiment derrière le stand, Williams en train de faire des étirements. Je le vois très bien en train de faire ses étirements, les mains derrière le dos pour s'étirer et me parlant en même temps, quoi. C'est ça. Et surtout le visage complètement fermé, et en tout cas pas gai du tout. Et j'ai appris la mort à l'aéroport. Et là, ça a été quand même... je me vois là vraiment l'image du président Louis Schweitzer faisant le communiqué. Donc c'est un moment, on fait, ça bascule comme ça. C'est quand même... Et là, c'est marrant parce que ce moment précis, je me suis dit, t'as quand même eu beaucoup de chance, quoi. Et puis non, on prend l'avion et on repart. Et dans l'avion, on était avec 200 personnes qui mangeaient comme si de rien n'était. Moi, j'arrivais pas à manger même un petit morceau de pain. Je me dis quand même, aussi, à ce moment-là, je me suis dit, moi j'ai fait de la F1, mais j'ai l'impression d'être trop tendre pour ce métier. Et les gens qui le font, même ceux qui côtoient, les pilotes, les gens de la F1, en fin de compte, ils ont aucune... ils ont pas de tendresse, quoi. On dirait qu'ils n'ont pas de cœur. Moi, ça m'a beaucoup choqué. La mort d'Ayrton Senna a bouleversé le monde de la Formule 1 et plus particulièrement les pilotes. Du côté des Français, Jean Alesi, Olivier Panis et Eric Comas, qui l'ont tous trois côtoyé, s'en souviennent. Ce 1er mai 1994 restera à jamais gravé dans leur mémoire. Un document émouvant signé Marc Minary et Jean-Louis Moncé. Personne ne pouvait imaginer qu'il n'était plus là. On est tous restés dans le paddock jusqu'à 7 h du soir. Quand l'annonce a été faite, personne n'a réalisé. On a entendu ça, mais on continue à parler comme si c'était pas vrai, quoi. L'information qu'on a eue quand il a eu l'accident, c'était quelque chose qui m'a beaucoup choqué. On m'a dit, oh non, t'inquiète pas, il a pas grand-chose, il a une clavicule cassée. Donc la course est repartie et quand tu arrives à la fin de la course, on te dit qu'il est décédé dans l'hélicoptère. Bon, ça fait un choc. Et depuis ce jour-là, j'aime pas aller à Imola. Quand Ayrton a eu l'accident, moi je me trouvais dans les stands. Et on a changé l'aileron, l'équipe a changé l'aileron de ma voiture. Quand je suis ressorti, il y a eu une confusion au niveau de la sortie des stands, la gestion des drapeaux rouges, etc. Ils m'ont laissé ressortir, alors toutes les voitures étaient en train de s'immobiliser sur la grille, mais probablement que les commissaires à ce moment-là, à la sortie des stands, ne savaient pas ce qui se passait. Et donc je me suis retrouvé
seul, le dernier, sur les lieux de l'incident. Les circonstances ont fait que c'est moi qui me suis trouvé là et à être le dernier à l'avoir vu. Et c'est vrai que ça a été certainement le moment le plus pénible de ma vie. Senna, c'était pour moi le Michelangelo de la Formule 1. Grand talent, grand spectacle, beaucoup d'émotions. Il arrivait à faire ressentir ses douleurs et sa passion à travers son métier, son sport, la Formule 1. C'est quelqu'un que je respectais et que j'aimais beaucoup. Je pense que humainement, c'était quelqu'un d'assez fantastique. Il m'a dit bienvenue en Formule 1. Prends ton temps, tu as prouvé que tu étais quelqu'un de rapide. Si tu fais du bon travail, tu auras une belle carrière en Formule 1. J'ai eu beaucoup de respect tout le temps pour lui en tant que pilote, mais aussi en tant qu'être humain. Je pense que c'est quelqu'un que j'aurais voulu connaître plus. On ne l'appelait pas Magic pour rien, c'était la magie du pilotage, c'était des passes d'armes sans limite et un respect du pilote fabuleux. Il me sauve la vie ce jour-là, après un terrible accident d'un blanchiment. J'avais perdu connaissance, mon moteur était à plein régime. Et seul Ayrton s'est arrêté, a coupé le moteur de sa McLaren, est descendu en courant. Il a trouvé le coupe-circuit de ma voiture. Il a éteint le moteur avant qu'il y ait un début d'incendie ou je ne sais quoi. Et c'est vrai qu'à partir de ce jour-là, nos relations ont été différentes parce que j'ai vraiment considéré qu'il m'avait sauvé la vie. Forcément, j'étais plus sensibilisé à partir de ce moment-là par les problèmes de sécurité. Comme lui, il l'était déjà beaucoup, donc à de nombreuses reprises, on a eu l'occasion d'en parler. Et notamment lors du briefing des pilotes à Imola, le 1er mai, où le hasard a fait qu'on était assis l'un à côté de l'autre lors du briefing des pilotes. Et je me souviens très bien qu'il m'a dit « Je t'appellerai chez toi à Londres. Faut qu'on se voit avant Monaco pour faire une réunion sur la sécurité. » La veille, Roland Rasenberger s'était tué. Donc, sur ce week-end-là, c'était pour moi la première fois la prise de conscience qu'on faisait un sport qui tuait. On a tous, quand on est au volant de ces bolides, un petit peu une impression d'invulnérabilité. Et Ayrton l'avait peut-être plus que tous. Et ce jour-là, c'est la réalité qui vous pète dans la gueule, quoi. Donc ça, c'est sûr que ça... c'est ce soir-là que j'ai décidé d'arrêter la Formule 1, clairement. Chaque fois qu'on prend la piste à Imola, le premier tour qu'on fait, on regarde. Il est toujours là, quoi. On le sent. J'y vais parce que c'est mon métier. Et en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que je fais toujours de très bonnes performances, mais j'aime pas aller sur circuit. Je suis jamais retourné à Imola. Tu y retourneras? Certainement pas. Direction à présent le Brésil, Sao Paulo, la ville natale d'Ayrton Senna. Et 10 ans après la mort du pilote, la passion est encore intacte. Senna reste un mythe, comme l'a constaté Guillaume Priou, notre envoyé spécial au Brésil. Les mêmes trajectoires, audacieuses. La même maîtrise sur piste glissante. Voici l'unique successeur reconnu du grand Ayrton Senna. Senninha, le petit Senna, une vedette ici. Mais son modèle, qu'est-il devenu? Les Brésiliens n'aiment pas s'attarder sur leur passé. Alors ont-ils oublié leur champion? Au cimetière de Morumbi, une simple plaque marque la tombe du pilote. Quelques visiteurs, pas plus. À la sortie, Sonia attend les touristes. C'est dur. Il faut vraiment lutter pour y arriver. Les autres vendeurs autour de moi sont partis. Je suis la dernière. Pas très encourageant. Mais un peu plus loin, une piste de karting comme il en existe des dizaines à São Paulo. Ici se pressent parents, enfants, mécaniciens. Guilherme en termine, c'est le champion local. Et il n'a qu'un exemple, il ne voit qu'une référence. Senna, c'est le plus grand pilote, tous ses résultats le montrent. En plus, il avait un charisme que personne ne possède, et surtout pas Michael Schumacher. Schumacher, la comparaison revient sans cesse, partout. Dans cette baraque à frites, par exemple. Le patron Raimundo est fan, cela saute aux yeux. Et il pleure encore Senna, car il a perdu le plaisir de regarder les Grands Prix
ce qu'il appelait le bonheur du dimanche matin. Je suis toujours très ému quand je parle de Senna. Chacun dans le monde entier a manqué l'occasion de voir un duel Schumacher-Senna. On est vraiment passé à côté de quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas Jules César, mais bien Ayrton Senna. Nous sommes dans un quartier huppé de São Paulo. Adilson a transformé le bureau du champion en mémorial. Il nous montre avec orgueil ses plus belles pièces. Les débuts de Senna avec son père, puis les 300 photos qu'il a réunies sur son champion, au volant ou ailleurs. La manière dont il se comportait en piste, c'était fantastique. Aucun pilote ne réussit à expliquer comment il pouvait communier avec la pluie, par exemple. Et comme Raimundo, le vendeur de frites, comme Guilherme, le pilote de karting, Adilson en est persuadé. Senna habite toujours cette maison. Ayrton Senna a gagné 2 fois ici à São Paulo. Et 10 ans après sa mort, tous les Brésiliens se rejoignent sur un point, riches comme pauvres. Senna reste le plus grand, le meilleur, et les victoires de Michael Schumacher n'y changeront jamais rien.